Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie d'inauguration du siège de la mutuelle de santé de la garde nationale et de la police nationale. Un siège qui vient ainsi alléger les frais de soins des agents de la garde nationale et de la police. Cette réception a eu lieu ce matin. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. En seulement 4 années d'existence, la mutuelle de santé garde nationale, police nationale du Niger a connu une croissance fulgurante. Pour preuve, elle vient d'acquérir un superbe bâtiment qui est sorti de terre en moins d'une année. Ce joyau qui s'étend sur une superficie de 4390 mètres carrés est composé de une salle de conférence d'une capacité de 220 places, un hall d'accueil, orientation, une cabine technique, un bloc de 4 toilettes pour messieurs, un bloc de 4 toilettes pour dames, une loge entrée de prestataires, un vestiaire avec des toilettes pour dames, un vestiaire avec des toilettes pour messieurs, une salle d'attente VIP et PCA, 2 salles de commission, 6 bureaux pour les dirigeants de la mutuelle, 2 blocs de toilettes pour les agents, une salle informatique, une salle serveur, une pharmacie mutualiste, une mosquée, 2 bureaux pour les retraités, garde nationale, police nationale, un poste de police, 2 grilles de contrôle et de sécurité, une cafétéria avec toutes les commodités, un groupe électrogène de 150 caviars avec son local. Après avoir précisé les objectifs visés par la mutuelle à travers la construction de ce siège, le ministère de l'Intérieur a salué la tâche accomplie et a réitéré son engagement à accompagner la mutuelle. La cérémonie qui réunit aujourd'hui consacre l'inauguration du siège de la mutuelle de santé, garde nationale du Niger, police nationale, dénommé siège inspecteur général de police Munkala Yakuba, en l'honneur de son premier président de conseil d'administration. Les objectifs qui ont guidé la construction de ce siège sont multiples et justifiés. Il s'agit, entre autres, de faire des économies substantielles en évitant de payer des frais de location, de disposer d'un local propre, identifiable par les adhérents situé au centre-ville et capable d'accueillir les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de l'administration et du secrétariat général. Générer des revenus à la mutuelle par la rentabilisation de l'investissement à travers la mise en location de ces infrastructures. Au vu de l'immensité de la tâche accomplie, au bout de seulement 4 années d'existence de la mutuelle de santé, je voudrais féliciter et remercier les dirigeants de la mutuelle pour avoir eu cette idée louable et surtout d'avoir pu la concrétiser et les exhorter à faire un bon usage de ce bâtiment. C'est pourquoi je réitère ici à la mutuelle de santé de la garde nationale et de la police l'engagement du ministère de l'Intérieur de la soutenir pour concrétiser son second rêve dont a parlé tout à l'heure le président du conseil d'administration, c'est-à-dire la construction prochaine de son hôpital de la mutuelle garde nationale, police nationale. Comme il l'avait indiqué tout à l'heure, les ressources humaines qui peuvent être un frein sont disponibles et d'autres sont également en formation. C'est dire qu'objectivement, rien ne saurait s'opposer à la concrétisation d'un tel projet dont l'importance est plus à démontrer. Notons qu'une visite dans les locaux a sanctionné la réception du siège de la mutuelle de santé, garde nationale, police nationale du Niger. Une nouvelle grève de 3 jours a débuté ce mercredi dans le secteur de la santé. Cet arrêt de travail est observé par les agents de santé de terrain, estimés à environ 1000, qui ont été recrutés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un arrêt de travail à l'appel du syndicat national des agents de santé du terrain, SINASAT, qui exige le paiement de 6 mois de salaire aux nouveaux agents. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa. Dans la plupart des services de santé des zones reculées du Niger, l'ambiance est très timide depuis ce matin. Les agents de santé du terrain sont en colère et ils expriment leur mécontentement aux autorités en charge de santé à travers une suspension de travail pour une durée de 3 jours pour plusieurs raisons. Les motifs sont entre autres l'attribution des
la vulgarisation en fait de l'association de 1000 agents recrutés dans le cadre du Covid en 2020. Et ces agents, ça fait plus de 6 mois qu'ils sont en train de travailler et que leur situation reste à déplorer. Il y a aussi le paiement intégral des arriérés de pécule de l'année 2018. Donc, il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons aussi le point sur la résiliation de contrats de ces agents recrutés sans concours avec le concours, les agents de santé contractuels qui sont recrutés et que certains DRSP et médecins-chefs sont en train de réguler leur contrat, alors que ça ne doit pas se faire comme ça. Nous avons aussi l'affectation ou la planification sur le plan national des agents de santé contractuels. La majorité de ces points font partie de la plateforme revendicative que nous avons pu soumettre à l'État nigérien en 2018 et qui a été signé en accord avec le ministère de la Santé et que malheureusement jusque-là l'État n'arrive pas à tenir à ses engagements. Les quelques 1000 agents de santé recrutés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont dans leur 6e mois sans pour autant être payés et malgré tout, ils continuent à travailler dans des conditions difficiles. C'est déplorable. Ils travaillent dans une situation vraiment déplorable parce que ces agents ont été contraints à se tenir entre les jours à une autre et qu'ils ne connaissent même personne. Ils ont accepté d'aller et que ça fait 6 mois. En tout cas, leur situation reste bloquée. Même l'attribution des matricules n'a pas été faite. En guise d'avertissement que nous la lançons, et il se pourrait aussi que nous allons la reconduire, en tout cas, dès que nous constatons qu'on n'a pas eu satisfaction. Au premier jour de cette grève, le mot d'ordre est respecté. Les responsables du SINASAT sont sur le terrain pour le constat. Ils ont le moral un peu bas, c'est vrai, dû à la situation qu'on a créée, que l'État nigérien vient de créer par rapport aux conditions de vie qu'on leur a imposées. Mais ce qui est sûr par rapport à la grève, actuellement je suis à mission de supervision et le constat est là, les taux ont été suspendus. Comme c'est une grève avec service minimum, il y a que les urgences que nous prenons. Cette grève de 3 jours avec un service minimum est observée en guise d'avertissement selon les syndicats. Si au terme de ces 72 heures, les revendications du syndicat ne trouveront pas de solution, le syndicat entend sur le temps pour se faire entendre. Chaque jour, on enregistre des cas de Covid-19 au Niger, ce qui a conduit les autorités nigériennes à demander à la population de respecter strictement les mesures barrières, notamment le port des masques. Malheureusement, on constate que les ports de masques n'est pas respecté par la population. Face à cette situation déplorable, nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens. Voici ce qu'ils en pensent. Il n'y a pas une utilisation à grande échelle ou bien une utilisation permanente du port de bavette. Quand vous voyez la population nigérienne, il y a d'autres qui ont ça. Ils le portent, mais pas comme prévu par... ce n'est pas une utilisation normale. Il y a des gens qui le portent au niveau de leur bouche ou bien en bas de leur menton. Et on doit porter ça pour protéger et la bouche et les narines. Donc il y a une mauvaise utilisation. Il y a aussi des gens qui ne le portent pas totalement. C'est le cas de moi qui est devant vous. Je le porte actuellement. Et parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a l'oubli, il y a aussi manque de campagne de sensibilisation. L'État qui a en charge la santé de toute la population nigérienne doit mener une campagne de sensibilisation à grande échelle. Montrer quelle est l'utilité du port de la bavette et quelle est, c'est-à-dire la maladie en tant que telle, sa portée. Parce que c'est une maladie, c'est une pandémie à l'échelon international. Donc l'État doit sensibiliser la population nigérienne, surtout que plus de 90% de la population nigérienne ne sait pas ni lire ni écrire. Donc l'État a en charge d'utiliser les médias pour sensibiliser la population que c'est une maladie réelle et que c'est une maladie qui frappe, qui ne fait pas de choix entre pauvres et riches ou bien entre jeunes et vieux. Donc il y a la sensibilisation et de deux, les jeunes n'ont pas les moyens de se procurer de ce port. L'État doit faire de ça vraiment une prestation sociale.
mettre ça à la disposition de couches invulnérables. Par exemple, au niveau des écoles, au niveau des dispensaires, dans les marchés, l'État doit payer ces bavettes-là, mettre ça à la disposition des gens. Une fois que vous rentrez dans un marché et que vous n'avez pas les moyens de payer ça, on doit vous procurer ça gratuitement. Au niveau des écoles, au niveau des marchés, mais au niveau des services sociaux, l'État doit payer ça pour que les gens qui viennent là-bas, qui n'ont pas ça dans leur poche, ou bien qui n'ont pas les moyens de payer ça, l'État doit les procurer ça. Le port de bavette, comme vous le savez, c'est une recommandation du gouvernement nigérien. Le Covid-19 est un fléau international. Ça n'épargne aucun pays, ça n'épargne aucune communauté. C'est vrai, c'est une maladie qui existe. Et il faut que les Nigériens prennent conscience de cela. Et il faut bien aussi que les gens prennent au sérieux les différentes dispositions édictées par le gouvernement nigérien. Il ne faut pas se dire que non, c'est une invention de l'esprit et que non, ou bien c'est une façon de faire ceci, une façon de faire cela. C'est la santé de tout le monde. Lorsque vous portez les bavettes, c'est une façon de vous protéger, mais plus encore, c'est une façon de protéger les autres. Donc moi, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut se conformer à ce qui est édicté au plan international. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose. L'appel que je vais lancer, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est une invention de l'esprit. Il ne faut pas penser que ce n'est pas vrai. On voit, même si on n'a pas voyagé, parce que vous savez que ça a un impact aussi sur les trafics, en tout cas les voyages entre les pays. Donc si ce n'est pas du sérieux, vous savez que les différents gouvernements qui tirent profit des trafics aériens ne vont pas rétrécir l'accès à leur pays. Moi, à mon avis, c'est comme les gens ne le croient pas. C'est ça mon avis. Mais certes, sûr, c'est que mondialement, il faut croire. Maintenant, ça dépend de l'État à forcer les gens à utiliser ça. Sinon, si l'État laisse les gens, il faut ce qu'il veut. Après, ceux qui ne vont pas le pot casser. Suite de notre série de reportages dans la commune de Baleara. En cette période, le marché de Baleara est réputé être un marché de légumes. Son commerce est généralement exercé par les femmes, à l'exemple de Kaidia Hamma qui l'exerce depuis plusieurs années et qui constitue sa source de revenus. Le reportage est de Nafisa Yahya et Chebou Guisso. Nous sommes au marché de Baleara, dimanche jour de marché. Tôt le matin, commerçants et clients s'activent. Parmi eux, Kaidia Hamma, cette brave femme installée aux abords du marché, devant ses marchandises à même le sol, elle y vend des légumes. Je vends des légumes comme la tomate et les aubergines au marché de Baleara. Nous achetons le panier de la tomate à 2700 francs, voire 3000 francs. Ces légumes nous proviennent des villages de Sassabe, Ngawa, Alkama et Zagagadan. Kaidia Mai Tomate, qui veut dire littéralement la vendeuse de tomates, nous explique les raisons de la hausse du prix de ce légume en cette période à Baleara. Cette année, le prix des légumes a connu une hausse à Baleara. Cette hausse est due au changement climatique. Il n'a pas fait trop froid cette année et c'est de cette fraîcheur qu'a besoin les tomates pour mûrir. Quant à l'aubergine, on achète le panier à 1000 francs, des fois à 1500. Kaidia Hamma ne représente-t-elle pas un exemple à suivre pour les femmes de Baleara? Au lendemain des attaques de Bosso et de Difa du 6 février 2015, le gouverneur de la région de l'époque a pris la décision d'interdire la circulation des motos, mettant ainsi fin aux activités de taxi-moto communément appelées Kabu-Kabu. 2 ans plus tard, l'arrêté numéro 041-GR-DA du 4 janvier 2017 portant autorisation de circulation des tricycles à moteur dans la région du Difa a permis aux jeunes de reprendre leurs activités. Suivons ce reportage du studio Kalongo. Ba mu da wannan moto na da
don harkan tsoro da wayan abubuwan nan to shine yanzu an koma da gwamnati ya bar adaidaita sahu na fe a ringa jirga-jirga da shi to kenan wanda da yake kabu-kabu da wancan moto to zamaninsa babu duk dai akwai dan wani abu ko bankininsu ko ma'aikinsu ko mai gidansu a taimaka a siya musu sai su fara tuki cikin gari kenan ya fi zaman banza ranar da Allah ya sa rabo za ka samu 8,000 7,000 tara a matsala dai dan kaɗan ne irin su rashin farmi rashin assurance shine matsalar mu in ba haka babba wani matsala akwai kuma na biyu rashin hanyoyi amma da Allah da ikonsa da wannan gwamnati ya fara mana aiki na DC December yanzu mun samu babban hanya a cikin gari ba babban hanyar da ya kai shi an yi kwalta mun gode Allah kuma saura na cikin gari kuma abu muna bukatar na biyu kowane shekara ruwa yanzu akwai ambaliya tafkin ruwa ya kamata garin a kewaye shi da babban katanga na block na smith kenan yawa shine dai matsala mu yanzu abinda nake ba yara da matasa mu samu junanmu haɗin kai mu gode Allah kuma mu gode a gwamnati kuma a ci gaba da kokari a siya ko nafe ko a bude shago zaman banza ne ba a so zaman banza sai ka zama barawo ko ka zama marshayi zaman banza ne ba mu so a ci gaba da mai karatu yayi karatu mu nasu a cikin gari Autre aspect de cette édition, le 46e président américain Joe Biden a été investi ce jour à mercredi 20 janvier 2021. Avec Biden à la présidence, les États-Unis connaîtront un retour à la normale selon Moussa Tchangari, l'acteur de la société civile nigérienne. On l'écoute. Tel que le climat, sur lequel aussi on pense qu'avec le nouveau président, il y aura un changement puisqu'il a annoncé que les États-Unis seraient de retour dans les accords de Paris sur le climat. Donc on pense que c'est déjà un changement important. Maintenant il y a certainement beaucoup d'autres questions sur lesquelles tout le monde pense que Joe Biden serait différent de son prédécesseur, ne serait-ce que sur le plan du style, du discours également. On pense qu'il y aura quand même un changement. Je pense que les États-Unis vont vivre probablement un moment pas exceptionnel, mais en tout cas un moment important. C'est le retour à plus ou moins ce qu'on connaît avant, parce que c'est une parenthèse qui s'est ouverte avec Trump, une parenthèse qui a quand même duré 4 années. Et ces 4 années de recul sur beaucoup de plans, y compris du point de vue de l'image des États-Unis dans le monde. S'agissant de l'Afrique, c'est sûr que Joe Biden probablement va accorder plus d'importance à l'Afrique. Vous savez, pour Donald Trump, l'Afrique, ce ne compte pas tellement. Bon, pas qu'on ne compte pas, si vous voulez, il n'a pas mis beaucoup d'énergie sur l'Afrique, en termes de visites, en termes d'accords. Les États-Unis gardent leur position, s'intéressent à l'Afrique d'une manière ou d'une autre, mais un intérêt sur le sort des gens, je pense que non. Peut-être même avec Joe Biden, il ne faut pas s'attendre à des grands changements, parce qu'on a quand même vu, même Obama n'a pas pu faire grand-chose sur ce plan-là. Et je pense que nous devons compter davantage sur nous-mêmes que sur les États-Unis ou toute autre puissance.
Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Comme nous sommes en période électorale au Niger, nous vous amenons à la découverte de la Cour constitutionnelle. Alfred Emmanuel, juriste et président du Raza Presse, nous éclaire davantage. Très bonne réception. Aujourd'hui, notre thème porte sur la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle a un rôle très important dans les échéances électorales. Donc c'est pourquoi il est important que les citoyens puissent connaître cette juridiction que la loi fondamentale qui est la Constitution a prévue et qu'ils connaissent quelles sont ses attributions, quelles sont ses compétences, quelle est sa composition, ainsi de suite. Alors, s'agissant de la Cour constitutionnelle du Niger, je voudrais présenter deux textes fondamentaux qui encadrent ou qui ont prévu ou qui organisent cette juridiction. D'abord, je parlerai de la Constitution du 25 novembre 2010. Ensuite, la loi organique, puisque cette loi complète la Constitution, la loi organique 2012-35 du 19 juin 2012, qui détermine l'organisation, la composition, les attributions de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est sur ces deux textes que je m'appesantirai pour cette présentation d'aujourd'hui. Alors, s'agissant de la composition de la Cour constitutionnelle, au terme de l'article 121 de la Constitution du 25 novembre 2010, la Cour constitutionnelle comprend 7 membres âgés de 40 ans au moins. Elle est composée de 2 personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative, dont une proposée par le président de la République et une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale. De 2 magistrats élus par leur pairs, dont un du premier degré, du premier grade et un du deuxième. Un avocat ayant au moins 10 années d'exercice élu par ses pairs. Un enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat du droit public élu également par ses pairs. Un représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire d'au moins d'un diplôme de 3e cycle en droit public élu par le ou les collectifs de ces associations. Vous avez la liste qui compose les membres de la Cour constitutionnelle qui sont au nombre de 7. S'agissant à présent des attributions de cette Cour, il faut dire que la Cour constitutionnelle du Niger a des attributions consultatives et des attributions contentieuses. Elle exerce également un rôle de contrôle. Alors, c'est ainsi que quand nous considérons la loi organique 2012-35 du 19 juin 2012 citée tantôt, au terme de l'article 31 de cette loi organique, la Cour constitutionnelle émet des avis sur l'interprétation de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième des députés. La Cour donne également son avis dans un délai de 15 jours. C'est ce que la loi a prévu. Donc, ici, de par cette disposition, nous voyons le rôle consultatif de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, le Premier ministre, un dixième des députés peuvent légalement saisir la Cour afin de solliciter ou requérir son avis sur des questions précises. La Cour a ce rôle de mettre des avis. Au terme de l'article 32 de cette même loi, la Cour constitutionnelle donne son avis dans les cas prévus
aux articles 103 et 106 de la Constitution. Quand vous prenez les articles 103 de la Constitution et 106 de la Constitution, vous allez voir également les matières sur lesquelles la Cour constitutionnelle peut émettre des avis. Maintenant, s'agissant de son rôle de contrôle, nous retrouvons cela au niveau de l'article 36 ou bien du chapitre 5, j'allais dire, qui traite du contrôle des élections. L'article 36 dispose que la Cour constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats, contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles et législatives. Elle proclame les résultats définitifs des élections. Donc à ce niveau, la Cour exerce un rôle de contrôle. Elle a capacité, elle a compétence pour contrôler la régularité, la transparence, la sincérité, d'une part, du référendum et d'autre part, des élections présidentielles et législatives. Et je pense que nous sommes dans cet exercice. Il y a actuellement des élections qui se déroulent au Niger. Et bientôt, nous allons assister au 10e tour. Donc, la Cour constitutionnelle joue un rôle prépondérant dans ces échéances électorales, puisque la loi fondamentale qui est la Constitution, complétée par cette loi organique, a prévu ou bien donne compétence à cette juridiction afin de contrôler la sincérité, la transparence, la régularité des élections présidentielles et des élections législatives et du référendum. Donc, la Cour constitutionnelle, au terme de l'article 37 de cette même loi, proclame les résultats définitifs. Donc, il est clair que quand les échéances électorales prennent fin, il revient à la Cour constitutionnelle qui reçoit les résultats globaux provisoires qui ont été envoyés par la CENI à cette juridiction de proclamer les résultats définitifs. C'est son rôle prévu par la loi. Mais vous n'êtes pas sans savoir également que les élections peuvent, comme toute autre discipline, comme toute autre matière, appeler, si vous voulez, ce qu'on appelle le contentieux, puisque dans des élections, il y a toujours une partie qui sort ou bien qui remporte les élections et une autre qui ne la remporte pas. Donc, dans ce cadre, une partie peut estimer, et c'est son plein droit, que quelque part, elle doit exercer un recours afin de contester ou bien réclamer tel ou tel droit qu'elle estime avoir. C'est la loi qui donne aux différents candidats, aux différentes parties, le pouvoir, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Et c'est pourquoi, dans notre ancien numéro sur les droits et devoirs des citoyens, et s'agissant précisément du droit de vote, nous avons dit que les élections ne doivent pas être contestées par la voie, si vous voulez, des discours haineux, régionalistes, ethnocentristes, etc., ou bien par la voie de la violence. Mais la loi a prévu une voie et une institution devant laquelle les candidats et les partis politiques peuvent porter leur voix afin de réclamer légalement s'ils estiment quelque part leurs droits bafoués. Donc c'est en ce sens que la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente pour connaître du contentieux des élections législatives présidentielles et même du référendum. Et à ce titre, la loi organique précitée, en son chapitre 6, et précisément l'article 38, dispose que la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale sans recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de 5 jours à compter du dépôt du recours au greffe. Il est clair qu'au terme de la loi organique, dans son article 38, que la Cour constitutionnelle peut statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale.
si les candidats, si les partis politiques estiment qu'il y a excès de pouvoir dans le processus électoral, eh bien, ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer dans un délai de 5 jours. Mais en dehors des formations politiques ou des candidats eux-mêmes, l'article 39 de cette loi organique, la loi organique 2012, 35 du 19 juin 2012, dispose, donc cet article 39 dispose que tout électeur, là nous ne parlons plus des candidats, nous ne parlons plus de formation politique, mais nous parlons des électeurs eux-mêmes. Donc cette loi a ouvert la possibilité pour ces électeurs, en disposant que tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de son bureau de vote. Si vous, en tant que citoyen, vous avez voté et que vous pensez que il y a des raisons à ce que les résultats de ce bureau de vote soient déclarés nuls, eh bien, cette loi organique vous ouvre la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour arguer de nullité les résultats de ce bureau de vote. Et l'article 40 de cette même loi dispose que tout candidat, tout parti ou groupement de partis politiques qui a présenté des candidats a le droit d'arguer de nullité, soit par lui-même ou par son mandataire, les opérations électorales de la circonscription où il a déposé sa candidature ou présenté des candidats. Et à cet effet, la réclamation doit être adressée au président de la Cour constitutionnelle sous peine d'irrécevabilité au plus tard 15 jours suivant la proclamation et la transmission des résultats globaux provisoires par la CENI pour les élections présidentielles, législatives et du référendum. Donc là également, les requérants sont circonscrits dans un délai de 15 jours à partir de la transmission à la CENI des résultats globaux provisoires pour pouvoir réclamer ou bien pouvoir contester une question quelconque si, étant entendu, les candidats ou les partis politiques estiment qu'il y a matière à réclamer. Donc, vous voyez que la Cour constitutionnelle joue un rôle central, un rôle noble dans le processus électoral. C'est pourquoi les citoyens, les partis politiques et tous les candidats doivent s'approprier ces dispositions, d'une part constitutionnelles et d'autre part législatives, qui organisent cette juridiction afin de savoir quelles sont les possibilités qui leur sont données de par la loi afin de réclamer un droit si on estime qu'on a un droit à réclamer. Et mieux, connaître le fonctionnement de la Cour constitutionnelle permet d'éviter souvent certains problèmes qui peuvent arriver ou bien qu'on peut estimer dans le cadre du processus électoral. Peut-être que la juridiction a telle compétence, mais la méconnaissance de ces compétences-là peut amener une autre interprétation. Mais si nous connaissons ces dispositions constitutionnelles, législatives, eh bien, ça permet à chacun, à tous les acteurs, de pouvoir véritablement accompagner la Cour constitutionnelle afin que nous ayons des élections apaisées dans notre pays. Voilà ce que je peux vous dire sur le rôle de la Cour constitutionnelle en matière électorale.